Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien. Je suis désolé si pendant la vidéo vous me voyez faire des trucs un peu immondes, c'est que je sais pas pourquoi, j'allais très bien. Et soudainement, au moment où j'ai appuyé sur play, j'ai eu une réaction allergique. Genre c'est pas une blague, genre d'un coup, je sens comme si j'étais allergique au pollen. Sauf qu'on est au mois d'octobre, bientôt janvier, donc ça me choque un peu. Soit c'est un complot, on essaie de me détruire, soit on essaie de me détruire, soit on veut me nuire au point de me détruire. Je sais pas. Enfin bref, le sujet de la vidéo du jour, c'est les woke. On va devenir woke. Comment je suis devenu woke? Comment on fait pour devenir woke? Je vais tout vous dire aujourd'hui. Blague à part, moi sur YouTube, mon take, c'est d'être très honnête avec vous. C'est ma safe place à moi. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'on est en famille, qu'on est ensemble, qu'il y a que les vrais. Et donc du coup, j'ai encore, c'est fou, j'ai encore un doute sur le fait que ça filme. Ouais, c'est bon. YouTube, c'est vraiment ma safe place. On est à l'aise, on n'est pas beaucoup. Et c'est vraiment un espace pour moi où je peux, j'ai l'impression, me confier à vous. Voilà. Pourquoi ce besoin de se confier à des milliers de personnes? Vous allez me demander, je sais pas. Sûrement un trouble psychologique ou une grosse volonté d'être au centre de l'attention. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça me convient. Je vous ai jamais caché le fait que j'ai eu un cheminement idéologique assez chaotique. Je suis passé par toutes les étapes du spectre idéologique parce que, comme vous le savez, je suis d'origine algérienne, je suis aussi homosexuel, et c'est vraiment deux identités que j'ai toujours eu du mal à réconcilier. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné pendant toute ma vie et qui m'a toujours aussi fait beaucoup de mal jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à récemment. Maintenant, ça va beaucoup mieux, je vous rassure. Mais je m'étais enfermé dans une sorte de cercle vicieux où parce que j'étais gay et que je me sentais un peu rejeté par ma communauté, j'ai commencé à détester ma communauté. Et du coup, j'étais vraiment pas fier de ce que j'étais, donc je cachais ce que j'étais. Et donc, voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est n'importe quoi, on est d'accord, mais moi, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Chaque cheminement idéologique est différent pour chacun et sa recherche d'identité, etc. Et moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup du mal avec mon identité d'origine parce que, justement, voilà, j'avais du mal à réconcilier le fait d'être gay et le fait d'être algérien. Et j'en étais arrivé à détester les miens. Chose qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'a fait souffrir parce que je savais vraiment jamais où me placer. C'est n'importe quoi. Dans ma tête, je suis en mode non, moi je suis français à 100%, je ne vous calcule pas. Alors que pas du tout. Et aussi, en France, c'est compliqué d'allier les deux. Et en plus, moi, mon cas, c'était pas encore moins facile dans le sens où, d'un point de vue sociétal, j'ai toujours eu, on ne me soupçonnait pas d'être d'origine algérienne. Maintenant, en prenant de l'âge, ça se voit de plus en plus. Et je le cache plus du tout maintenant. Mais quand j'étais jeune, je m'appelle Enzo, j'avais l'air d'un blanc, quoi. Donc, c'était un peu plus facile pour le cacher. Maintenant, c'est plus le cas. Mais grâce à la lecture, je me perds un peu, parce que c'est vraiment des sujets... en vrai, je suis stressé de vous en parler. Mais en tout cas, grâce à la lecture, le pouvoir de la lecture, pour moi, ça a vraiment été de découvrir des récits alternatifs. Parce que quand on habite en France, on lit, on n'apprend pas vraiment sur des auteurs du Moyen-Orient, du Maghreb ou d'Afrique en général ou autres. Moi, aujourd'hui, je vais beaucoup parler pour ma paroisse, parce que je ne veux pas parler à la place des autres. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais je vais vraiment parler de ce que moi j'ai vécu. J'ai vraiment vécu un manque de représentation culturelle de mon origine. Et pour moi, mes origines, c'était vraiment ce qui était à la télé, c'est-à-dire que des problèmes. Et donc la lecture, ça m'a vraiment permis de découvrir un monde, en fait, un monde culturel qui m'a vraiment rendu fier d'être ce que je suis, fier d'être algérien, et fier en général d'appartenir au monde arabo-musulman, parce que la culture qui s'y cache et qu'on nous cache peut-être ici, c'est juste ouf. Voilà. Je sais que j'ai pas découvert l'eau tiède. C'est quoi qu'on découvre? C'est l'eau froide, chaude ou tiède? J'ai toujours un doute sur cette expression. En tout cas, j'ai découvert aucune sorte d'eau, ça c'est sûr. Mais voilà, j'avais envie de vous parler de ça et j'avais envie de vous montrer les livres qui, moi, m'ont aidé à m'élever politiquement, culturellement, socialement. Il n'y aura pas que des livres sur l'Algérie, sur le Moyen-Orient, etc. Pas du tout, il n'y en a même pas tant que ça. C'est juste des livres en général qui parlent de sujets sociétaux, ou en tout cas des choses qui m'ont touché et qui, je trouve, m'ont vraiment appris des choses et m'ont permis d'ouvrir mon spectre de connaissances et de tolérance aussi, parce que c'est ça, l'intolérance, c'est surtout la méconnaissance. Et via la lecture, qu'est-ce qu'on fait avec la lecture? On apprend. On engrange des connaissances. Waouh, c'est deep aujourd'hui. C'est pas mon registre habituel, c'est un peu compliqué, mais on est sur Enzo Reads, la chaîne YouTube. Et si vous aimez Enzo Reads, vous allez aimer Enzo. Voilà. Je raconte n'importe quoi, je ne l'ai bouché, on y va. Au hasard. Wow. Moi, Tituba, sorcière de Maryse Condé, que j'ai découvert trop tard, que j'ai découvert après le décès de Maryse Condé. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Maryse Condé, aux États-Unis, elle est super cotée. Elle a été professeure émérite dans les plus grandes universités, peut-être dans la Ivy League, si je dis pas de bêtises. Mais en France, on l'a pas calculé tant que ça. Alors qu'aux États-Unis, ils ont Angela Davis, etc. Nous, en France, on a... Et ce livre, il est très accessible. C'est un livre avec des sujets passionnants, mais qui est hyper accessible. La plume est très simple, même si c'est très beau. Et en plus, c'est un livre fantastique. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on suit l'histoire de Tituba, qui est la fille d'une esclave
issu d'un V sur un navire négrier qui se dirigeait vers la Barbade. Et donc Tituba naît en tant qu'esclave à la Barbade et elle va découvrir le pouvoir de la magie, le pouvoir ésotérique via quelqu'un qui va l'initier, une femme plus âgée qu'elle, une autre esclave. Et ça va vraiment être un starting point pour elle. Ça va être son ticket vers l'émancipation et vers la liberté. Donc, elle va tenter de se libérer du joug esclavagiste et aussi de libérer son peuple. Mais c'est pas vraiment tout le take du livre. Le livre, il y a aussi un take féministe parce que ça se passe pendant l'époque des procès de Salem, donc des sorcières. D'ailleurs, le titre complet du livre, c'est « Moi, Tituba, sorcière de Salem ». Et donc, ça va se passer à cette époque-là. Donc, en plus, si vous aimez les vibes un peu witchy et tout, c'est fait pour vous. Et vraiment, les sujets sont abordés hyper simplement, mais hyper profondément. C'est du génie. Donc, il y a la question raciale, la question esclavagiste, la question colonialiste, la question féministe, et aussi même le rapport aussi aux cultures étrangères qui nous font peur. Parce qu'on a toujours eu beaucoup de clichés sur, en tout cas en Europe, les vaudous, la magie noire, etc., comme si c'était quelque chose de très mauvais. Alors qu'en fait, non, c'est juste une partie intégrante de la culture de ces peuples. Donc voilà, j'en ai appris beaucoup. Et c'est vraiment un de mes livres préférés. Je l'ai lu cette année. Et c'était une claque, hein, donc je vous le conseille. Anthologie de la poésie palestinienne d'aujourd'hui, c'est une anthologie de poèmes composée donc par des poèmes écrits par des poètes et des poétesses palestiniens. Ça fait beaucoup de poètes wem. Et moi j'ai beaucoup aimé. Je vais pas vous apprendre sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Je pense que vous connaissez mon avis là-dessus pour ceux qui me suivent. Et moi j'ai beaucoup aimé parce qu'on a vraiment des poèmes extrêmement jolis, extrêmement bien écrits. Et puis voilà, ça fait du bien un peu de voir un peu de poésie, de voir un peu de littérature, de voir un peu de beauté, même si tout n'est pas beau, il y a des choses très crues dans ce roman, dans ce qui se passe là-bas, et surtout ça nous rappelle aussi qu'il y a des vraies personnes derrière ça. À la télé, on oublie souvent qu'il y a des vraies personnes, il y a des vrais humains qui vivent ces drames-là. On a l'impression que c'est juste des chiffres, que c'est juste des concepts, etc., parce que c'est toujours ce qui se passe au Moyen-Orient, il y a toujours des gens qui meurent, il y a toujours la guerre. La faute à qui, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, mais au moins, via ce roman-là, voilà, ça nous permet encore plus d'humaniser ce qui se passe là-bas et je trouve ça super intéressant. Et puis vraiment, il y a des poèmes vraiment jolis, hein. Je vais essayer de vous en lire un. Ouais, sa mère. Je ne n'annote jamais, je ne mets jamais de marque-page. Si je l'ai fait, c'est vraiment que ça m'a marqué. Dans la colonie de Najwan Darwish. Comment allons-nous gaspiller nos vies dans la colonie? Autour de moi, ce ne sont que des blocs de ciment et corbeaux assoiffés. La liberté est une statue d'argile se craquelant sous le soleil du littoral et ses chansons n'en savent rien. Mieux vaut que celle qui attend dans le couloir ne sache pas que son petit est mort en salle de soins intensifs. Que faisons-nous dans notre pays devenu une colonie? Bon, j'ai pas choisi le plus fun, je suis désolé, mais je vous rassure, il n'y a pas que des poèmes comme ça, même si ils sont partie intégrante de cette anthologie qui sont importants parce qu'on a besoin de savoir la réalité de ce qui se passe là-bas et comment les gens le vivent. Je vous le conseille. Enzo, faire une vidéo sans parler de Yellowface Challenge. Ellipsis. Si vous regardez cette vidéo, vous allez me faire un petit chèque. Maintenant, je rigole plus, d'accord? C'est bon. Je suis pas l'ambassadeur de ce livre gratuitement. Yellowface de Rebecca Kuang, en plus parfait à lire en cette période automnale. Yellowface, ça raconte l'histoire de June qui, pendant une soirée avec une de ses copines autrices, donc elle aussi June est autrice, sauf qu'elle c'est une autrice, ça pue la merde, elle est complètement ratée, c'est pas écrit, ça sert à rien. Pendant cette soirée avec sa copine Athena, qui est elle une autrice prolifique, successful, critically acclaimed, elle est américaine, elle est sino-américaine, sa copine elle crève. Elle mange un pancake, elle meurt. Voilà, elle s'étouffe avec un pancake, c'est hilarant. Enfin, c'est pas drôle le fait qu'elle meurt, mais c'est juste le fait que ce soit un pancake, vous avez compris. Et sa copine, donc June, qui est blanche, elle se dit, mais c'est le moment parfait pour aller voler son manuscrit de son prochain livre. Comme ça, moi, je vais faire genre de le publier comme si c'était moi, et je vais avoir du succès. C'est ce qu'elle fait, et c'est ce qui se passe. Sauf que le manuscrit, il parle de sujets assez spécifiques. Il parle de la Chine, de traumas familiaux, d'histoire, et vraiment quelque chose, quand t'es pas chinois, c'est compliqué, je pense, d'en parler avec honnêteté surtout. Et donc, c'est son histoire, comment ça va se passer pour elle, parce qu'elle a publié un livre qui n'était pas le sien de base, et c'est aussi une grosse critique des maisons d'édition, que moi, j'ai beaucoup aimé. D'être un peu un insider de ce monde-là, je peux vous dire que des fois, c'est flippant. Pleurer au supermarché de Michel Zauner, que j'ai beaucoup aimé, Crying in a H-Mart, pour ceux qui l'ont lu en anglais, une autobiographie, enfin une des mémoires. Michel Zauner, c'est une chanteuse du groupe The Japanese Breakfast, je sais pas si vous connaissez, moi j'adore ce groupe, et elle est coréano-américaine, américano-coréenne. Elle est coréenne et américaine, donc, et sa mère est en train de mourir d'un cancer, et donc c'est un peu ses derniers moments avec sa mère, et elles vont avoir des moments de vérité entre elles, des discussions très intéressantes, et notamment sur le fait qu'est-ce que c'est d'être coréenne aux États-Unis, et elle va beaucoup découvrir ça via la nourriture. J'ai beaucoup aimé ça, c'est que vraiment elle découvre sa culture et elle se rapproprie sa culture via les plats coréens que sa mère, que sa grand-mère ou qu'elle mangeait au restaurant, etc. Et moi, c'est une histoire qui m'a parlé forcément parce que c'est encore une histoire de réappropriation de sa propre culture et c'est vraiment fun. Mais c'est très triste, très triste. Non, mais vraiment il y a des passages moi qui m'ont fait vraiment chialer.
parce que c'est avant tout un récit d'une fille et de sa mère qui avaient des relations houleuses et qui se retrouvent. Et moi, j'ai beaucoup aimé. PD! Super intéressant. C'est l'édition Point qui me l'a envoyé. Et l'édition Point, malheureusement, ils ne sponsorent pas cette vidéo, mais n'hésitez pas. Mais vraiment, ils ont une collection incroyable. Romans ou d'essais ou leur collection Violette qui parle vraiment de sujets divers et variés, de différentes cultures. Et moi, j'adore. C'est un recueil d'essais écrit par des personnes de la communauté LGBT avec un focus sur les homosexualités masculines. Je trouvais ça super intéressant parce que c'est vraiment des lectures qui me challengent un petit peu, dans le sens où c'est souvent des personnes assez radicales. Et je dis pas ça péjorativement, c'est vraiment des personnes qui sont très profondément dans le milieu associatif, dans le milieu militant. En toute transparence, c'est pas mon cas. Et donc du coup, lire un peu ce qu'elles ont à dire, c'est toujours un peu des fois... c'est se faire un peu violence à soi-même. Voilà, moi je me considère comme une personne un peu modérée, on va dire. Je suis un peu feignant, je vais pas vous mentir, je suis pas la personne la plus active dans le cercle militant et peut-être que je devrais l'être plus. Mais justement, lire ce genre d'essai, c'est toujours un petit électrochoc, tu vois, où justement tu te prends un peu à la face le fait qu'il y a des gens qui travaillent et qui se battent pour tes droits. Et ça remet l'église au milieu du village, j'ai envie de vous dire. C'est des essais qui sont forts, avec des idées très fortes, avec une certaine radicalité, mais une radicalité qui est nécessaire, parce que la radicalité, c'est comme ça que tous les mouvements de lutte ont réussi à atteindre leurs objectifs, c'est en étant radicaux. Parce que sans la radicalité, on n'est pas entendu, on n'est pas vu. Et dedans, on aborde des sujets tels que l'homophobie, la sexualité, et peut-être des fois même l'hypersexualité, le rapport de la société aux hommes homosexuels, les préjugés, etc. Et aussi de ce que c'est d'être un homosexuel racisé, en comparaison d'être un homosexuel blanc. Enfin, plein de sujets hyper intéressants. Et vraiment, je vous le recommande, ça a été... eye-opening pour moi. Ouria par Ouria, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo spéciale littérature marocaine. C'est l'histoire de Ouria, une femme née intersexe dans le Maroc des années 70. Et donc, vous en doutez bien que c'était pas le meilleur endroit du monde pour vivre ce qu'elle a vécu. Et donc, sa mère l'abandonne dès son plus jeune âge. Sa mère, c'est une travailleuse du sexe, il me semble. Donc, elle va vraiment avoir une grosse rancœur envers sa mère. Donc, elle est élevée par sa grand-mère qui est très pratiquante, musulmane pratiquante, sa grand-mère. Mais en même temps, on se rend compte que, pas tant que ça, parce qu'on n'a pas l'impression qu'elle suit vraiment les fondamentaux de la religion islamique, dans le sens où elle est un peu à côté de la plaque, sa grand-mère la plupart du temps. Elle est considérée comme un garçon par sa famille, donc elle est élevée en tant que garçon, et petit à petit elle va découvrir son identité. Et moi j'ai trouvé ça super intéressant parce que l'intersexualité, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, c'est vraiment quelque chose dont je ne connaissais rien avant d'avoir lu ce livre. Et ce livre, c'est ça la magie de la littérature, c'est que je l'ai fermé, je me suis dit bon, je vais faire quand même quelques recherches sur le sujet pour voir qu'est-ce que c'est que ça et comment les gens le vivent. Et là, Ouria nous en parle très bien, nous raconte comment elle l'a vécu, comment elle l'a vécu au Maroc et aussi en France, et voilà un peu ce que c'est, le traitement aussi de la médecine par rapport à ça. Enfin, super intéressant, donc voilà, je vous le recommande. Beyrouth-sur-Seine de Sabine Goussou, donc dans l'actualité toujours, avec ce qui se passe au Liban, parce qu'apparemment c'est normal de détruire des pays entiers. Maintenant, pardon, je vais essayer de pas être trop politique. Enfin bon, tout le take de la vidéo est politique, je viens de vous dire, donc on l'est déjà. Beyrouth-sur-Seine, donc de Sabine Goussou, que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui est très... Il n'est pas léger parce que c'est des sujets assez profonds. Donc c'est un essai autobiographique. C'est Sabine qui a la trentaine. Il est né à Paris de parents libanais. Je ne lis absolument pas le résumé derrière. Et en gros, leurs parents sont en exil. Ils ont quitté le Liban à cause de la guerre. Sabine va retranscrire des enregistrements. Donc il enregistre ses parents pour qu'ils leur racontent leur enfance, leur vie au Liban. Et ce que ça fait aussi d'avoir été arraché d'un pays sans qu'ils le veuillent, d'avoir été obligé de fuir un pays à cause de la guerre. Et lui aussi, Sabine, c'est un peu tout son rapport à sa libanéité, si je peux dire ça. Et donc pareil, ça me touche, vous l'imaginez bien, tout son rapport à ce que c'est d'être libanais, parce que lui, il est né à Paris, il a vécu à Paris, il allait au Liban pendant les vacances, mais il se sentait toujours un peu différent. Libanais en France, français au Liban, c'est un peu ce qu'on vit au final quand on est issu de l'immigration. J'aurais commencé à faire des trucs comme ça, comme Dora, quand elle pose des questions. Et vous aussi, est-ce que vous avez vécu ça ? Super! Et en plus, il est drôle. Vraiment, il y a des anecdotes super drôles, super attachants. Les Libanais, moi, je les adore. C'est vraiment un peuple qui est hyper chaleureux, mais qui ont de l'humour et tout. Donc, moi, j'ai adoré. En plus, sa famille, elle est rocambolesque. Genre, il y a des histoires. C'est crazy! De purs hommes de Mohamed M. Boukarsar. Waouh! Celui-là, par contre, c'est pas de la rigolade. Hein. C'est vraiment tristesse, drame, tragédie, mort. Je vais me suicider. C'est un très beau livre. Tout part d'une vidéo virale au Sénégal où un homme est déterré d'un cimetière musulman parce qu'en fait, ils ont compris qu'il était... En tout cas, il y a des rumeurs comme quoi il était homosexuel. Et donc, du coup, ils se disent, il n'a aucun droit d'être enterré avec nous ici. Donc, on va le déterrer. On va juste le déterrer. On va le jeter dans la rue. Et donc, c'est un professeur qui voit cette vidéo. C'est sa copine qui lui montre cette vidéo, si je me souviens bien. Et en voyant la vidéo, il va être en mode, bon, en même temps, c'est un homosexuel. Donc, t'es un peu choqué. Au début, t'es en mode, ok, d'accord, donc on peut déterrer les gens maintenant.
Et c'est bizarre parce que c'est un professeur de lettres, de littérature française au Sénégal. Et donc tu te dis, bah, je m'attends un peu à mieux de sa part. Il est quand même assez intelligent. Et ce qui est intéressant, c'est ça que j'aime avec les livres comme ça, c'est qu'on suit un vrai cheminement idéologique. Parce que n'en déplaise à certaines personnes, on change avec le temps, on apprend de ses erreurs, on devient plus éclairé. En tout cas, c'est le cheminement logique que chaque personne doit avoir. Et donc, c'est intéressant d'avoir des histoires comme ça. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment l'exemple de ça. On parle d'un professeur qui est en mode, bon, bah, en même temps, il est homosexuel. Et ça va profondément le marquer. Cette vidéo, ça va profondément le marquer au point qu'il va vouloir rencontrer la famille du défunt. Et via sa quête, il va vraiment se rendre compte de la réalité des homosexuels au Sénégal, de ce qu'ils vivent. Et voilà, il va devenir woke. Voilà, ça c'est l'exemple. Il va devenir woke, ce professeur. Et l'histoire est très belle, mais c'est très très triste. Belize de Nicolas Dinan, il me semble que j'en ai parlé dans ma première vidéo YouTube. C'est l'histoire de deux jeunes garçons qui se rencontrent aux États-Unis. Il y en a un en fait qui se rend compte que il est né dans le mauvais cas en fait, que c'est une femme, qu'il souhaite devenir une femme, en tout cas entamer sa transition. Et sauf que ça va créer des problèmes dans son couple parce que son copain, de base, il est en mode, moi j'ai signé pour être avec un mec. Et là d'un coup tu m'annonces que t'es une femme. Et c'est super beau parce qu'encore une fois, pareil, c'est pas manichéen. Moi, je déteste les livres où en gros on nous dit il y a les gentils et il y a les méchants. C'est pas ça. C'est que le copain de cette femme, il va se dire au début, bah non, moi je l'ai connu, c'était un mec, j'arrive pas à comprendre pourquoi d'un coup il s'épile, pourquoi d'un coup il a pas de poils, etc. Il va le mégenrer, etc. Et puis petit à petit, il va comprendre, il va évoluer et surtout l'amour qu'il a pour cette personne, pour sa copine. Du coup, ça va tout changer et c'est vraiment un livre où il va apprendre de ses erreurs, il va faire des bêtises, il va dire des bêtises, mais il va s'éduquer. Et c'est le principal. Et moi, j'ai beaucoup aimé, c'était hyper émouvant. Je raconte super mal l'histoire, comme d'habitude. C'est du génie, c'est parfait. Une mélancolie arabe de Abdel Attaya. Hein. Super court, vous avez aucune excuse pour pas le lire. Ça raconte l'histoire de Abdel Attaya, c'est autobiographique. C'est quoi, en gros, pour être très rapide, hein, c'est quoi être homosexuel au Maroc? C'est quoi naître homosexuel dans un pays qui ne le tolère pas? Et c'est quoi, surtout, assumer quand même son homosexualité? Parce que cette icône d'Abdel Attaya, il a un mode, dès son jeune âge, il a un mode, bah ouais, je suis un PD et il y a quoi? Miaou. Et moi, j'aime bien ça et c'est quelqu'un de très courageux qui écrit très bien. J'aime beaucoup tous ses livres. Je l'ai déjà rencontré, même une interview de lui au début de cette chaîne YouTube. C'est ma première vidéo. Et voilà, je peux pas vous en dire plus. C'est juste son chemin par rapport à son homosexualité, à son rapport avec la famille et aussi quand il va arriver en France, comment ça va se passer pour lui. C'est très très bien. Un dernier. Dans un autre registre, c'est Les Derniers Américains de Brandon Taylor. J'ai beaucoup aimé. Oh, il est là, mon marque-page, je le cherchais partout. Les Derniers Américains de Brandon Taylor, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un peu Dark Academia, dans le sens où ça se passe dans une université de poètes, etc. Et on va vivre plusieurs profils, donc ils sont tous, si je me souviens bien, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais qui sont tous homosexuels, et ils viennent tous d'un background social ou culturel différent. Il y en a un qui est blanc, mais qui vient d'une famille très pauvre, qui veut devenir poète parmi un cercle de personnes qui est quand même assez privilégié dans l'université. Et du coup, ça va créer des ressentiments vers lui. Encore une fois, on est sur des personnages très gris, qui sont ni noirs ni blancs. Ensuite, il y a une autre personnage, du coup, pour le coup, il est noir, et qui est aussi homosexuel. Et du coup, comment il vit son homosexualité en étant une personne noire aux États-Unis, et aussi ses études, et aussi les opportunités qu'on lui donne ou qu'on lui donne pas à cause de ça. Il y a plusieurs profils, il me semble qu'il y a aussi un asiatique, je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai lu, mais en tout cas c'est un roman sur l'art, l'amour et le sexe, l'argent et la précarité, dans un monde moderne où quelques irréductibles essaient encore d'écrire la poésie, de jouer Chopin, de danser Balanchine face à l'ultra-rentabilité de soi, des autres et des sentiments. Et voilà, c'est aussi ça, c'est aussi une critique du capitalisme. Et moi, quand il y a une critique du capitalisme, je prends. Voilà, désolé, c'était pas aussi fun que d'habitude, c'était un peu dur à tourner, je suis un peu malade, j'ai un peu mal à la tête, mais j'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo quand même qui me tenait à cœur, que je voulais vraiment tourner, et je voulais vraiment vous parler de tout ça aussi. Et voilà, donc la littérature, ça a vraiment été pour moi. Je pourrais pas vous l'expliquer, qu'est-ce que ça m'a apporté en gros. C'est un truc de fou, l'évolution que j'ai connue en quelques années grâce à ce simple fait de me mettre à lire des choses vraiment diverses, et c'est pour ça que j'encourage toujours ma communauté à sortir des sentiers battus, peut-être sortir de votre zone de confort et de lire des choses que vous lisez pas forcément au quotidien, parce que ça vous apporte énormément. Voilà. Et je suis pas là pour donner des leçons quoi que ce soit, hein. C'est juste moi, mon vécu, mon ressenti, je vous le partage parce que j'ai envie de vous le partager et parce que je vous fais confiance pour comprendre ce que j'ai à dire. Et voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine.